Bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous ce midi, malgré la faim peut-être. Je suis ravie d'être là, de faciliter cet échange entre nos trois super intervenants. Marie, cofondatrice et CEO de WeDressFair, Clément, CEO de Home, et Justine, cofondatrice et CEO de Colette Club. Aujourd'hui, on va parler d'impact, parler de trajectoire d'impact pour les entrepreneurs. On va essayer de discuter ensemble de quelles sont les spécificités à être un entrepreneur dans cet écosystème à impact, quels sont les enjeux aussi en termes de positionnement marketing, de stratégie de croissance, de modèle de financement, de cohérence organisationnelle, etc. Et on espère aussi, du coup, à travers cette conversation, essayer de réfléchir à est-ce que pour une start-up, accélérer sa trajectoire de transformation vers les sujets d'impact, ça suppose de choisir entre performance, efficacité économique et impact, ou est-ce que voilà, on peut trouver des manières de faire coexister ces différents enjeux. Donc je me présente quand même rapidement. Je m'appelle Flora de Pernay, je travaille au Mouvement Impact France. Le Mouvement Impact France est une association, un mouvement patronal qui a vocation à représenter des entrepreneurs à impact, des dirigeants de structures à impact. On entend par là des boîtes qui mettent au cœur de leur modèle une activité qui répond à une problématique écologique ou sociale et qui, pour ce faire, mettent en cohérence leur structure d'organisation en partageant le pouvoir, en partageant la valeur, etc. Donc nous, on porte la voix de ces entrepreneurs-là, mais on représente aussi plus largement des dirigeants d'entreprises engagées, Big Corp, entreprises à mission, et on essaye comme ça, par ces pionniers-là, de driver, de construire un chemin de transformation pour l'économie au sens large. Donc c'est un vaste programme. Donc pour revenir à notre sujet, j'aimerais d'abord quand même vous laisser vous présenter, nous dire un mot sur votre structure, mais aussi sur vous personnellement et pourquoi vous êtes lancé dans ces aventures entrepreneuriales-là. Justine, pour commencer. Oui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Justine Renaudet, cofondatrice de Colette. Donc Colette, on est une entreprise qui développe la cohabitation entre générations. Donc concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Et pour aller plus loin dans cette mission finalement d'aider au maintien à domicile des seniors le plus longtemps possible, on a développé aussi la première application mobile communautaire pour les seniors pour qu'ils puissent continuer même à la retraite de développer et de nourrir leur vie sociale qui évidemment est un facteur important pour retarder l'entrée dans la dépendance. Donc voilà, ravie d'être ici. Et juste un petit mot, avant de bosser chez Colette, tu bossais pas Oui. tout à fait dans de Startup Impact. Oui, alors moi mon parcours, j'ai démarré en 2011 dans une petite start-up pas très connue qui à l'époque s'appelait covoiturage.fr, donc Blablacar que tout le monde connaît je pense maintenant. Donc formidable aventure, j'y suis restée pendant 6 ans sur des postes en communication. Et puis au bout de 6 ans, j'ai eu envie de partir et de moi aussi monter une boîte. Donc j'ai monté une première start-up qui s'appelait Shape-in, qui était une plateforme de cours de sport et de bien-être en live, cours de sport animés par des Instagrammeurs. Start-up que j'ai décidé d'arrêter au bout de 2 ans, juste avant le Covid. Ironie du sort, avec mon associé, on a fait la meilleure traction ever pendant le premier confinement. Mais à ce moment-là, je venais de rejoindre les autres cofondateurs de Colette et donc j'ai sans regret laissé Shape-in de côté pour me lancer dans Colette. Clément. Oui, bonjour à tous. Fondateur et CEO de Home. Donc Home, c'est l'acronyme d'Arrêtons l'usage unique maintenant. Et nous, notre grande mission, c'est d'attaquer le jetable, le gobelet jetable notamment, qui est encore présent autour de nous, et d'offrir des solutions de nettoyage à la hauteur pour favoriser la réutilisation. C'est un beau chantier. Donc on a des petites machines qui permettent de nettoyer en quelques secondes et de rendre la réutilisation aussi simple que l'acte de jeter. Et donc ça, c'était un de nos gros paris au démarrage, qui était si demain on veut transformer notre société et dire au revoir au jetable, il faut qu'on soit en mesure d'offrir l'alternative la plus simple possible. Donc voilà, on s'est créé en début 2019. On a fait 3 ans de R&D pour développer toute la technologie et du coup de réussir
à rentrer dans ces entreprises-là et de réduire leur impact avec, en effet, réduction des déchets. Et aujourd'hui, on le voit aussi beaucoup, c'est cette faculté à nettoyer avec très très peu d'eau qui est aussi un enjeu majeur. Donc voilà, aujourd'hui, on répond à ce domaine-là qui est la réutilisation. Merci Marie. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle We Dress Fair, c'est une boîte lyonnaise. Et nous, la mission, c'est qu'on s'est rendu compte il y a quelques années que l'industrie de la mode était une industrie qui aujourd'hui a besoin de changer fondamentalement et durablement, notamment sur tout ce qui est droits humains et impact environnemental. Et donc, on a créé We Dress Fair, c'est une plateforme de mode éco-responsable. Aujourd'hui, on sélectionne uniquement les marques de mode qui répondent à une charte de valeurs très stricte. Et on a plusieurs canaux de vente, notamment une boutique à Lyon, une boutique en ligne et très prochainement une boutique à Paris. Plein d'actualités pour We Dress Fair. N'hésitez pas à les suivre. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Le premier thème que j'avais envie d'aborder, c'est les questions des clients et de la sensibilisation. C'est un sujet qu'on entend beaucoup. Voilà, comment les entrepreneurs à impact font pour attirer leurs premiers clients. Clément, je crois que c'est un sujet qui vous a pas mal mobilisé. Comment vous avez trouvé vos premiers clients? Je crois que vous avez été assez inventif. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a eu fait 3 ans de R&D, donc on a trouvé des clients avant d'avoir un produit, ce qui était important pour pouvoir se financer et montrer qu'il y avait une vraie traction. Donc en effet, je pense que le premier levier, c'est d'avoir un produit qu'on arrive à montrer. Je crois que la première chose que j'ai voulu faire, c'est j'ai fait appel à un designer et dire fais-moi une image de machine, quelque chose que je puisse montrer à des clients dans lequel ils arrivent à s'imaginer comment je vais nettoyer mon verre. Voilà. Donc ce qui est drôle, c'est que je pense que la première image, c'était une machine qui ressemble à une petite machine Nespresso. Donc je vendais ça sur un PowerPoint à mes premiers clients et je les ai livrés, je pense, 2 ans plus tard. Et la machine était, je pense, 4 fois plus grosse que ce qu'ils avaient acheté. Et pendant 2 ans, j'ai dû, entre guillemets, leur dire il y a eu le Covid, on va avoir du décalage, etc. Mais sans regret. Et ensuite, en effet, je pense, premièrement, c'est d'être capable de convaincre un peu ses amis et de voir dans quelle boîte ils travaillent. Ça reste la première porte d'entrée, je pense, chez des clients, c'est de rentrer avec des gens qu'on connaît. Donc ça, c'est numéro 1. Je pense qu'ensuite, il faut de l'audace. Aujourd'hui, notre plus gros client, c'est Total Energy, et on les a contactés en envoyant une lettre au PDG, Monsieur Pouyanné, qui nous a répondu, quoi. Donc, pas hésiter à tenter des canaux différents aussi pour adresser ses premiers clients. Et pareil, je pense qu'il nous a bien fait décoller à un moment donné. On avait fait une vidéo sur LinkedIn, donc ça commence à dater, mais c'était, je pense, en 2019 justement, avec une maquette complètement fake, et on avait fait une vidéo qui a été vue 700 000 fois et sur laquelle derrière on a eu pas mal de clients qui nous ont contactés, ce qui nous a franchement donné un bon coup de boost en se disant ok, en fait notre concept il intéresse des boîtes et on va pouvoir se développer dessus, et ça vaut le coup quand on fait de la R&D et qu'on a un produit qu'on va mettre 3 ans à sortir, de s'assurer quand même que derrière il y a un marché, quoi. Voilà. Donc on a fonctionné comme ça, et c'est sûr que sur le hardware, il y a un côté un peu fake it until you make it qui est important. On avait fait pareil, on avait vu peut-être un peu trop grand, mais on avait fait une soirée de lancement à Station F en mode keynote Apple avec pareil une machine où les gens nettoyaient des verres, mais en fait on avait mis sur un meuble et toute la techno était dans un meuble énorme avec une armoire électrique, et il y avait juste la façade de la machine. Les gens pensaient que c'était que ça qui marchait, mais pas du tout. Voilà. Donc il faut un peu, je pense, faut rassurer des clients sur le fait que ça va marcher, alors que sur du hardware comme ça, il faut un peu de temps avant que ça marche, quoi. Voilà. Donc pas hésiter à être audacieux et se dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour que le client ait confiance en nous, pour se dire on va le livrer un jour et que le produit sera à la hauteur. Voilà.
Merci d'être aussi honnête. Et toi, Marie, vous avez été du coup une des premières plateformes en fait à vous positionner sur ces sujets de mode éthique. Aujourd'hui, ça paraît, en tout cas, c'est quand même démocratisé, ça paraît même presque basique, alors que ça ne l'était pas du tout au moment où vous êtes lancé. Comment vous avez fait justement pour driver les premiers clients vers vous? Alors nous, on a toujours été, alors de base, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de We Dress Fair, mais on est un projet qui est monté donc, par Antoine et moi. Antoine, c'est un ancien auditeur financier, donc rien à voir avec la mode, rien à voir avec la tech. Il a fait le wagon, donc il sort du wagon Lyon, et c'est le projet qui est sorti du wagon. Et moi, je suis chercheur en cancérologie à la base, donc j'ai absolument aussi rien à voir avec le milieu. Et en fait, du coup, nous, je pense, ça a été vraiment un combat personnel. On a eu envie de mettre plus de sens dans notre travail et d'aller chercher, en fait, les endroits aujourd'hui où il y avait besoin de changer les choses durablement. Et en fait, on est militant avant d'être entrepreneur. Donc, on est entrepreneur militant. Je ne sais pas si ça se dit, il y a peut-être une case à rajouter quelque part. Et en fait... je pense que très rapidement, on a réussi à driver des personnes qui n'étaient pas des clients, mais qui étaient des ambassadeurs aussi et des militants comme nous, pour faire changer les choses dans la mode. Et donc, on a fait pas mal de pédagogie. On écrit beaucoup de choses sur We Dress Fair parce que l'idée, c'est de ne pas uniquement vendre des produits. Si on s'arrête là, je pense qu'aujourd'hui, on rate un peu la mission qui est de faire changer les choses durablement. Du coup, chez We Dress Fair, on a aussi derrière, à côté, toute une mission de faire changer les mœurs et faire changer les manières de consommer. Et ça, malheureusement, ou heureusement, ça ne passe que par une chose qui est la pédagogie. Et donc, on fait beaucoup de contenu. On est aujourd'hui très bien référencé pour justement aider les personnes à changer leur méthode de consommation et expliquer en fait ce qui se passe derrière l'industrie textile aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça paraît hyper normal et tout le monde le sait et on a accès à beaucoup d'informations là-dessus. Il y a 6 ans, 7 ans quand on a commencé, très peu de monde en parlait et ces sujets-là étaient peu démocratisés. Et donc l'idée c'est voilà, d'avoir commencé à montrer tout ce qui se passait derrière. On a commencé à engager une communauté avec nous et en fait on a monté le site juste après et en fait ça a pris comme ça et nos premiers consommateurs sont des ambassadeurs qui restent là encore aujourd'hui et qui sont aux manifs contre Chine quand on va faire des manifs contre Chine. Merci. Et toi, Justine, vous avez des clients qui sont aussi des bénéficiaires. Du coup, comment on les rassure, comment on gère cette relation client-bénéficiaire un peu? Ouais, donc Clément et Marie ont dit 2 mots qui me parlent particulièrement. Donc Clément a dit rassurer et toi Marie tu as dit pédagogie et c'est exactement ça. Donc nous pour remettre un petit peu de contexte, on a 2 cibles, la cible senior et la cible jeune. Bon, du côté des seniors, je pense que vous le voyez très bien la chose, mais c'est quand même une population qui est très anxieuse, qui est très sur la défensive parce qu'ils sont énormément démarchés dans leur quotidien par tout un tas de services. Donc nous, évidemment, le but, c'est de réassurer, d'apporter de la réassurance auprès de ces seniors. Et du côté des jeunes, dans cette démarche de cohabitation intergénérationnelle, c'est pareil en fait. C'est des jeunes qui sont un peu aux abois, en recherche de logement. Il y a énormément d'arnaques sur Internet. Donc en fait, on recueille des jeunes et des seniors qui sont sur la défensive, inquiets, méfiants. Donc nous, notre première mission chez Collet, c'est déjà de les rassurer. Sur la qualité de notre service, notre accompagnement, etc. On n'est pas une arnaque. Et ensuite, il faut voir que nous, on développe un mode de logement qui est encore assez nouveau. On fait cohabiter sous un même toit des jeunes et des moins jeunes, 2 générations qu'on oppose assez souvent, sous le toit du senior. Donc on veut vraiment faire cohabiter ensemble des inconnus. Donc nous, toute notre communication, en fait, elle est tournée vers cette réassurance, lever les barrières à l'usage. Souvent, parfois, que ce soit du côté des seniors ou des jeunes, il y a des barrières qui sont parfois un peu anecdotiques. Du côté des seniors, ça va être oui, mais est-ce que je vais devoir faire les machines à laver du jeune ? Des choses comme ça. Le jeune, est-ce que je vais devoir fermer les volets tous les soirs ? Enfin, c'est très idiot, mais nous, voilà, notre rôle, c'est vraiment de faire de la pédagogie et de rassurer. Donc voilà, ça clôt un petit peu le débat.
Et est-ce que l'impact que vous cherchez à avoir, vous l'avez dès le départ conscientisé et vous en avez fait une image forte de marque, ou est-ce que c'est venu petit à petit comment votre positionnement, alors on a compris Marie, activiste, je crois que c'était quand même bien conscientisé, mais peut-être vous deux, comment vous traitez ça? Alors nous, c'est dans notre ADN aussi, c'est-à-dire que Home, c'est l'acronyme d'Arrêtons l'usage unique maintenant, donc en fait c'est notre mission clairement, je pense que c'était important. En effet, en termes de positionnement, nous c'était très clair. On est arrivé à une époque où d'ailleurs on a senti pas mal de bascules. Au moment où s'est lancé, la loi AGEC n'existait pas réellement. Tu peux nous dire la loi AGEC, donc c'est anti-gaspillage et économie circulaire. Il y a eu la suppression des gobelets jetables en plastique, 1er janvier 2020. Donc en fait, on a été aussi porté, je pense, par le côté réglementaire, et on a senti qu'il y a de plus en plus de transformations dans les entreprises sur la partie consommation et au global. Il y a eu après, là on le voit, c'est depuis le 1er janvier 2023, tous les fast-foods où on est obligé d'utiliser du réutilisable sur place. Nous, on se développe aussi aux Pays-Bas où il y a l'interdiction des gobelets en carton, définitivement. Donc nous, on est aussi porté par cet aspect-là, c'est sûr. Mais nous, c'est clairement dans notre ADN et on arrive pour ça, pour remplacer le jetable dans les entreprises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu le Covid juste après où du coup, il y a eu un retour du jetable et où en fait l'hygiène et nous, le fait de désinfecter un contenant avec la vapeur a été un point clé. Et aujourd'hui, nous, on utilise peu d'eau. Et notre vision, c'est d'utiliser un nettoyage aussi avec de la vapeur pour consommer le moins d'eau possible. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant, c'est comment de par on va dire notre mission qui est claire, qui peut être un peu engageante, on arrive à en faire un produit qui reste ludique, très simple, qui soit, moi, ce que j'appelle une écologie moderne, c'est-à-dire arriver et dire, si tu veux un produit qui soit écologique, il est plus cher, il est plus contraignant, en fait, ça ne marchera pas. Si on veut qu'il soit universel, il faut qu'il soit, je pense, au moins au même prix que le produit qui est moins écologique. Et il faut derrière qu'on ait un produit qui soit aussi simple que le jetable, si on veut réellement qu'il soit adopté par la plus grande masse. Donc c'est aujourd'hui pareil, donc il faut apporter, je pense, de la pédagogie un peu à nos clients parce qu'on est sur une transformation. Quelqu'un qui a utilisé des gobelets jetables toute sa vie, quand tu lui dis il va falloir que tu utilises un autre mode de consommation, même s'il est plus sympa ou autre, il y a quand même un frein au changement. Et donc c'est apporter cette pédagogie et puis les engager. Mais on essaye d'être le plus dans la tendance actuelle avec nos clients, de les accompagner sur les rapports RSE aussi et donner du sens à nos actions. Nous, on en est persuadés, mais il faut que tout le monde en soit persuadé si on veut que la transformation se fasse dans les boîtes, quoi. Alors nous, on s'est lancé tout début 2020 et juste avant le premier confinement, on avait quasiment créé nos 3 premiers binômes de cohabitants. Et évidemment, le confinement arrive, on a dû tout stopper parce qu'à ce moment-là, comme tout le monde s'en souvient, on ne pouvait plus mettre des jeunes avec des seniors sous un même toit. Enfin, on a dû stopper net. Donc on avait, en se lançant, la forte conviction qu'on aurait un impact. Mais le gros stop du confinement, ça nous a permis de faire un pas en arrière en fait, avec mes autres cofondateurs pour vraiment se poser sur la définition de notre raison d'être et finalement à quel niveau nous, chez Colette, on allait avoir un impact. Donc aujourd'hui, on sait que voilà, on a un impact sur quatre niveaux. Le premier, c'est de briser la solitude, que ce soit celle des seniors, mais aussi celle des jeunes dont on parle moins. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat, donc du côté des seniors, générer des revenus complémentaires grâce à la location d'une chambre inexploitée. Du côté des jeunes, c'est évidemment d'avoir accès à un logement moins cher, 30% moins cher en moyenne quand même. Ensuite, il y a le côté renforcer le lien intergénérationnel, parce que très souvent, voilà, on souscrit à ce cliché de les jeunes, ils n'aiment pas les vieux ils ne comprennent pas les jeunes. Bon, nous, on a des exemples tous les jours qui montrent le contraire. Et enfin, le dernier volet, c'est vraiment lutter contre la sous-exploitation des logements et lutter contre l'étalement urbain.
Donc finalement, ce confinement, ça nous a permis de mettre tout ça à plat. On savait qu'on allait avoir un impact et qu'on faisait un peu partie de ces startups à impact, de cet écosystème. Et on a pu vraiment le mettre à plat pendant cette période. Et ensuite le mettre en pratique quand le confinement a été levé. Super. L'importance de formaliser aussi l'impact, quoi. Je peux peut-être juste compléter un truc, parce que nous, ça a toujours été dans notre ADN, mais en fait, on s'est aussi dit, quand on allait créer la structure, on a réfléchi aussi au type de structure qu'on allait créer. Et c'était important pour nous de ne pas uniquement être des entrepreneurs et d'avoir une mission derrière, mais en fait, les statuts juridiques de la société devaient refléter ce que nous aussi, on voulait comme société demain et comme entreprise demain. Et du coup, tout de suite, on est allé chercher, alors on ne connaissait pas du tout, je ne sais pas si dans la salle vous avez créé des boîtes, mais au tout départ, quand on cherche à créer des statuts, en fait, on se pose des questions sur c'est quoi les meilleurs statuts juridiques, qu'est-ce qui protège un tel, qu'est-ce qui protège telle ou telle structure et telle ou telle chose. Et en fait, nous, on est tombé sur les statuts d'économie sociale et solidaire qui nous ont beaucoup parlé parce que dans ces statuts-là, vraiment, ça cadre le fait qu'on a une mission et qu'on a une recherche d'objets social vraiment dans notre société, dans la société qu'on a créée. Et ça a vraiment, c'est toujours au cœur de We Dress Fair aujourd'hui. Et ce qu'on demande aux entreprises qu'on rentre sur notre plateforme, on se l'applique aussi à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça a été super important pour nous de réfléchir et d'avoir ces statuts aujourd'hui qui sont écrits et qui sont connus de tous nos salariés. Et pour rebondir là-dessus, sur un plan business marketing, vous avez décidé de ne pas utiliser de pub ciblée pendant très longtemps, de publicité sur Internet. Est-ce que c'est un choix justement par impact? C'est un peu un renoncement, notamment au début. Est-ce que c'est par cohérence justement de modèle et comment vous avez fait malgré ce choix? Alors c'était un choix et un non-choix, je pense. De base, on ne vient pas du métier du marketing non plus, donc c'est pas des réflexes qu'on avait assez naturellement. Et en fait, naturellement, moi, je suis scientifique. La première chose que j'ai faite, c'est lire des articles scientifiques et traduire ces articles-là et les vulgariser en articles digérables et consommables et compréhensibles pour la plupart. Et en fait, le fait de faire ça, je pense que j'ai passé les 3 ou 4 premiers mois à faire que ça. Et du coup, à lire des articles, vulgariser des matières, des process de transformation, des process de fabrication. Et en fait, on est remonté en SEO de façon naturelle et hyper rapidement. Et en fait, on est aujourd'hui 80% de notre trafic sur notre site. Donc, on a à peu près 250 000 visites par mois sur notre site. 80% de ce trafic-là, il vient du SEO et en fait, il vient de la pédagogie. Donc, nous, on trouve ça génialissime parce que c'est des personnes qui sont super intéressées, qui vont chercher, qui vont apprendre du coup de ces articles-là. Et petit à petit, après, on a développé la partie marketing. Et quand on a développé la partie publicité payante, etc., on s'est posé la question aussi de revoir le modèle derrière. Est-ce qu'on est une entreprise de mode qui veut pousser à la consommation? Ça veut dire quoi, pousser à la consommation? Jusqu'où on va et quelles sont les règles qu'on se donne quand on fait de la publicité? Et donc, c'est là où nous, on essaye toujours d'avoir... on va dire un marketing raisonnable, le plus raisonnable possible pour éviter de surcibler les personnes qui sont intéressées et finalement de la faire acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Nous, on est là vraiment pour être une alternative aux personnes qui ont besoin d'acheter de la mode et qui ont envie de consommer des produits éco-responsables aujourd'hui qui ont un impact social et environnemental plus positif. Merci. Justine, comment ça résonne justement cette question de marketing raisonnable, notamment avec des approches très différentes pour cibler les étudiants d'un côté, des seniors de l'autre? Comment vous faites chez Colette? Ouais, je pense que la plus belle preuve d'un impact positif sur le quotidien de nos cibles, c'est que nous, on a un très bon bouche à oreille. Donc typiquement sur la cible des jeunes, on ne fait aucun marketing payant. Il
il n'y en a pas besoin parce que Colette finalement est un tel bon plan logement pour les jeunes que l'info se diffuse rapidement au sein des universités, des écoles, et donc on a des milliers finalement de jeunes qui tous les mois viennent s'inscrire sur Colette en recherche active ou non d'un logement. Ils viennent de la part d'amis. Alors après, on passe aussi quelques petits partenariats, des petits échanges de visibilité avec les écoles, mais on ne fait pas plus, quoi. Du côté des seniors, on fait un peu de marketing payant pour, je dirais, voilà, au début, il a fallu un petit peu quand même lancer la machine, mais aujourd'hui, c'est la même chose. En fait, on se rend compte qu'un autre senior qui démarre l'aventure Colette, il est tellement heureux de cette expérience qu'il va en parler autour de lui. Donc, on a beaucoup d'hôtes qui viennent de la part d'amis, de collègues, de frères, de sœurs. Et ça, c'est le meilleur... comment dire, notre communauté est notre meilleure arme marketing finalement. Donc voilà un petit peu. Et puis, dernière chose, mais ce qui est chouette aussi, c'est que la cohabitation entre générations, ça donne lieu à des très belles histoires. C'est vrai, il y a des histoires d'amitié au sein des binômes. C'est une pratique qui est vertueuse. Donc on a la chance d'être plutôt aimé des médias. Donc on a beaucoup de retombées et ça nous aide évidemment beaucoup quand des tiers et pas nous, évidemment Colette, parlons des avantages de cette pratique. Eh ben, ça a beaucoup de force et on a beaucoup d'autres qui viennent des médias, de la radio, de la télé, etc. Super. Et Clément, pour terminer sur cette question, vous avez une stratégie plutôt axée grand groupe. Comment ça se passe? Pourquoi avoir fait ce choix? Et puis, est-ce qu'il y a encore des freins peut-être à lever dans la coopération start-up grand groupe, et notamment start-up à impact grand groupe peut-être? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors en effet, on s'attaque à toutes les entreprises de plus de 50 personnes globalement. Après, évidemment, dans une stratégie un peu de go-to-market, les grands comptes sont intéressants parce que ils ont des contraintes qui sont assez importantes sur ces niveaux justement de réutilisation, de réduction des déchets, et puis ils sont assez sensibilisés quand même. Et ils ont des équipes aussi pour gérer ces sujets-là. Je pense que quand tu as une équipe de 20-30 personnes, chacun est responsable de un peu de soi-même. On va avoir un lave-vaisselle et c'est un petit peu démerde-toi. Dans les grands groupes, c'est un peu plus difficile. Et donc, en effet, on a aujourd'hui signé un peu plus de la moitié du CAC 40 dans nos clients. Donc on a des beaux noms. Par contre, on a des sujets d'upsell chez ces clients, comment on continue de vendre et d'en installer plus, comment on fait pour être présent aussi à la cafétéria où aujourd'hui ils utilisent encore des gobelets jetables, parce qu'il y a plein d'espaces différents pour prendre son café, comment on fait pour sur des events comme ça aussi, donc on ne s'adresse pas qu'aux grands groupes, on a un marché qui est énorme, hein. Comme je le dis, aujourd'hui on utilise encore 5 milliards de gobelets jetables en France, donc on a du travail encore nous. Par contre, sur les grands groupes, moi, ce que j'ai remarqué, c'est déjà pour attaquer en tout cas ces clients-là, il faut être en mesure déjà de savoir leur parler, de savoir cartographier, connaître un peu la politique. Alors moi, j'ai fait 6 ans avant chez L'Oréal, donc ça aide aussi, je pense, à comprendre un peu comment mailler dans cet écosystème-là. Donc je pense qu'il faut être capable, si on n'est pas capable de le faire, de recruter quelqu'un qui est capable d'adresser ces clients-là, parce que c'est des clients qui sont longs et en termes de business, c'est différent. Ensuite, il y a un côté fondamental qui est l'engagement. En effet, nos clients, oui, ils achètent un produit qu'on veut ludique, sympa et qui redore un peu aussi l'image de la pause café, qui est quand même plus sympa dans un beau verre que dans un gobelet jetable. Mais il faut les engager. Donc, la première chose qu'on a fait à l'époque, où on ne les livrait pas encore, c'est de leur raconter notre histoire. Quelles sont entre guillemets, toutes les étapes pour développer un produit industriel. Donc, c'est les tenir au courant en fait, de tout notre processus de construction de boîte, de développement de la partie industrielle. Et puis aujourd'hui, c'est comment on arrive à les engager sur leur réduction de déchets. Donc, on leur envoie par exemple une newsletter tous les mois sur vous avez économisé tant de gobelets, tant d'eau, tant d'énergie, et on leur envoie des petits, tous les ans un diplôme avec ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est important de les engager, de leur donner du sens. Donc ça, c'est le point 2. Et puis, en dernier lieu, je pense que c'est le service qui est ultra important. Quand on est dans des grandes boîtes comme ça, ils ont plein de problèmes à gérer.
Le produit, il n'est jamais parfait. Sur du hardware, comme ça, c'est impossible d'avoir un produit parfait en 3 ans. Par contre, là où on doit être irréprochable, c'est sur le relationnel et le service qu'on peut apporter. Donc là, je pense qu'il faut être extrêmement exigeant parce que, pour le coup, là, c'est notre ressort. Un produit, on sait que ça prend du temps, être sympa avec son interlocuteur, être réactif, être professionnel, être exigeant. Ça, on peut tous le faire et c'est vraiment là où on a un impact majeur. Au début, quand on s'est lancé, les premiers clients, on ne va pas se mentir, nos machines, elles n'étaient pas parfaites, elles fuyaient un peu, elles faisaient beaucoup de bruit. Et quand le client t'appelle pour dire qu'il y a une panne, si tu interviens rapidement, en vrai, presque il est content. Il va te dire « Ah, franchement, j'ai jamais vu un service aussi bien ». Et il peut te recommander. Et en effet, on retrouve un peu ces schémas-là. Hein. Le meilleur canal d'acquisition, ça reste tes clients qui, vont te recommander en interne, d'où l'intérêt d'aller chercher les grands groupes, mais qui vont aussi te recommander parce qu'il y a un réseau de professionnels qui est présent et un tel va voir ta machine chez L'Oréal, à la BNP et va en parler autour de lui. Et ça, c'est sûr que c'est le meilleur canal d'acquisition parce que derrière, le client va être en confiance, il a déjà vu ton produit, il sait que c'est canon et c'est un super levier. Tu parles d'engagement et de fidélisation. Vous avez tous les deux dit le mot ambassadeur à un moment donné dans vos échanges. On sent que c'est important d'avoir des clients comme ça que vous identifiez, fidélisez, qui deviennent des ambassadeurs de vos produits. Est-ce que justement, en ayant une solution impact, c'est plus simple d'être dans cette logique-là, d'avoir des ou pas voilà. Et comment est-ce que c'est une stratégie que vous mettez en place d'avoir des ambassadeurs? Ouais, enfin, nous, je sais que, alors déjà les seniors, ils sont durs à convaincre, mais une fois qu'ils sont fidèles à une marque, ils y restent et alors ils sont engagés, ils veulent aider, c'est assez formidable. Donc nous, on a toujours eu l'envie de développer un programme ambassadeur ou en tout cas de s'appuyer sur notre communauté pour grandir. Et ça vient presque d'eux, hein, en fait. On va presque pas assez vite pour eux. Ils veulent, par exemple, nous, on rencontre chaque senior à domicile pour apprendre à le connaître avant la mise en location de sa chambre, etc. On veut s'appuyer sur la communauté pour pouvoir visiter plus de domiciles, etc. Et ça fait des mois qu'eux nous disent « mais moi je veux le faire, etc. » Donc ils sont hyper désireux parce que je pense que c'est propre à cette cible senior qui est très engagée et c'est aussi propre à notre mission. Eux-mêmes sont hyper convaincus des bienfaits du service qu'on propose et ont envie d'être acteurs en fait, de cet impact qu'on crée. Ça, c'est certain, ouais. Moi, juste, je suis un peu contre le fait de se dire, parce qu'on est une entreprise à impact, en fait, on peut demander plus de choses, c'est plus simple, etc. On peut avoir des services un peu en dessous de ce que les autres proposent, parce qu'on est à impact. Moi, je suis carrément contre en fait, ce truc-là, parce que ça dégrade ce que c'est qu'aujourd'hui l'impact et ça empêche la démocratisation du fait que tout le monde doit doit rechercher en fait ce niveau d'impact. Du coup, chez nous, en fait, on s'applique aussi ces choses-là et on s'est dit, par exemple, sur de la livraison, ouais, tous nos concurrents, ils livrent en 72 heures. Est-ce que nous, on peut livrer en 72 heures et minimiser l'impact comme on peut sur le fait avoir ce niveau d'exigence et minimiser l'impact dessus? Si oui, en fait, on y va. Et en fait, on n'a aucune raison aujourd'hui de dégrader les services qu'on propose ou de dégrader tout ce qu'on fait juste parce qu'on est à impact. Et du coup, pour les ambassadeurs, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, donc, on a créé, on en parlait tout à l'heure, on a créé... c'est venu un petit peu de la communauté et puis de nous, ce qu'on a pu voir. On est le premier distributeur français à proposer à ses clients de choisir les collections en avance avec nous. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et c'est venu du fait que, en fait, nous, en fin de collection, en fin de saison,
si on a des invendus, c'est pas bon pour la planète, parce que ces invendus-là, ils ont été créés pour rien. Donc il y a eu un impact environnemental et social de ces produits-là qui sont là aujourd'hui et qui ne servent à personne. C'est pas bon pour le business non plus, parce que du coup, on a ces produits-là chez nous et on doit les stocker. Et c'est pas bon pour le client, parce qu'il y a une image de We Dress Fair qui est, en fait, on a grandi notre catalogue comme ça, on vous propose tous les produits et en fait c'est un petit peu, on va essayer de vous proposer le max de choses et du coup de vous pousser un petit peu à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Et d'ailleurs les produits se retrouvent soldés, etc. Donc du coup forcément c'est pas bon pour l'image. Et ce programme ambassadeur-là, on ne s'est pas rendu compte de la portée qu'il pouvait avoir. On est parti pour faire 500 personnes, avoir 500 personnes avec nous sur ce programme-là. On est à un peu plus d'un mois qu'on l'a lancé. On a plus de 4000 personnes qui aujourd'hui font partie de ce collectif-là et qui nous aident à prévoir, donc à collecter des datas et à prévoir du coup les futures tendances, les futures collections qui vont sortir et à minimiser l'impact derrière. Et tu me parlais de ça tout à l'heure en me disant c'est la meilleure équation entre performance économique d'un côté et impact positif de l'autre. Est-ce qu'à l'inverse, il y a parfois des dilemmes auxquels vous faites face justement entre ces deux enjeux-là, de se dire non, on renonce à telle chose parce qu'on met l'impact positif en premier, ou l'inverse parce qu'on a besoin d'avoir une résilience économique et qu'on ne peut pas se permettre tel enjeu. Je trouve que ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'ambition qu'une entreprise à impact doit se fixer, l'exigence qu'elle doit garder. Donc je me permets cette question là. C'est pas simple. Je peux y répondre en premier. En fait, c'est évident que c'est pas simple. Moi, on a eu un dilemme très clair au tout début. Alors, je pense que dans tous les cas, il faut quand même être aligné avec soi-même et faire des choix qu'on est capable d'assumer, d'incarner et d'expliquer en toute transparence. On est une boîte aussi, nous, très transparente auprès de tous nos collaborateurs. Et en effet, les gens aussi qui viennent dans la boîte cherchent ça, et encore plus quand en effet, on a une mission qui est claire. Si derrière, dans la boîte, on utilise des gobelets jetables, du jetable partout, etc., ça va être compliqué. Après, être irréprochable avec peu de moyens et encore plus dans un univers aussi de croissance, etc., n'est pas simple. Je dis, le dilemme qu'on a eu au début, par exemple, c'est qu'on utilisait des verres qui sont fabriqués en Chine. Aujourd'hui, le verre borosilicate comme ça, en double paroi, qui était très important par rapport à sa forme, et il est fabriqué en Chine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de contenant? Est-ce qu'on change d'approvisionnement? Et je pense moi j'ai eu des discussions assez intéressantes là-dessus, qui est de dire, en fait, mesure-toi des choses que tu peux faire, concentre-toi aussi sur tes priorités, et ensuite tu traiteras les priorités au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière de borosilicate et de verre double paroi en France. En fait, crée ton marché, et peut-être que demain, quand tu auras d'énormes volumes, tu pourras relocaliser et tu auras un point plus important pour changer les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? En fait, il faut juste mesurer, est-ce que je vais survivre ou pas, et est-ce que l'impact que j'ai, il est quand même intéressant aujourd'hui, et est-ce que je peux rendre la chose la plus raisonnable possible. Aujourd'hui, on s'est associé, nous, avec Bodum, où en fait on fait venir la marchandise par bateau depuis Chine. Au final, l'impact est moindre que si je faisais ça de manière totalement incohérente, tout seul dans mon coin, et pas cadré par une charte responsable de nos achats, etc. En fait, c'est pas simple. Il faut se dire aussi que même les très grands groupes n'arrivent même pas à être irréprochables avec des moyens colossaux. Alors, c'est pas nous avec des tout petits moyens où on va être totalement irréprochable de A à Z. Ça, c'est un point. Après, par contre, c'est évident qu'il faut être aligné avec ces valeurs, ou sinon, de toute manière, les gens vont s'y retrouver aussi. Donc, faut trouver le juste milieu. C'est pas simple, et moi je le dis, et je pense que c'est aussi plus compliqué parce que dans le hardware et dans l'industrie, on fait face à des sujets sur lesquels on ne peut pas avoir la maîtrise totale. C'est-à-dire que mes appros, etc., mes composants électroniques, je ne les source qu'en Asie. Donc on a beau vouloir une supply chain la plus locale possible, il y a un contexte de marché qui fait que même si on aimerait faire autrement, on ne peut pas faire autrement, quoi. Voilà. Il faut l'accepter aussi et vivre avec, et se dire qu'on l'a en tête. Je pense que c'est aussi un bon point, le dire, on en est conscient, et par contre, dès qu'on pourra faire mieux, on fera mieux. Merci. Justine, tu veux...
Nous, c'est un petit peu différent parce qu'on est sur du service. Donc, voilà, on n'a pas de notion d'achat ou autre. En revanche, voilà, on essaye d'être exemplaire au quotidien en interne, dans tout notre marketing et notre communication. Je sais que nous, on a un peu une politique zéro goodies. Si vous venez nous voir sur un stand, un événement, c'est très spartiate, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tote bag, de stylo, de trucs, bien que les seniors, je pense, adoreraient ça. Donc voilà, on essaye juste à tous les niveaux, on mesure notre impact, on essaye à tous les niveaux d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. On a fait notre premier bilan carbone sur l'année 2022 et voilà, maintenant le but, ça va être de nous améliorer à ce niveau-là. Et un autre sujet aussi de mise en cohérence justement entre impact et performance économique, c'est mode de financement. Voilà. Vous avez tous les trois des modes de financement un peu différents. Hein, en tout cas, pendant un temps, Marie, vous avez commencé en autofinancement et puis vous avez fait une belle levée de fonds récemment. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir votre capital? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé aussi pendant votre levée de fonds? Et est-ce que le fait d'être une entreprise à impact, ça a été plutôt facteur de réussite ou, voilà, ou plutôt de mise en difficulté? Alors nous, on a commencé en se disant qu'on ne voudrait pas lever de fonds. et du coup, on a voulu en tout cas se dire que si on levait des fonds un jour, en fait, on aurait prouvé que notre modèle était possible d'être rentable avant. Et en fait, on a passé 4 années, même 5 années, à développer un business rentable. Alors, on fait de la marketplace. Aujourd'hui, être rentable sur une marketplace, c'est ultra compliqué. Du coup, on a un business model un peu mixte, où on a du retail classique et de la marketplace. Et en fait, on a vraiment construit pendant 4 ans un modèle qui était rentable. À partir du moment où on a vu qu'on était rentable, on s'est posé la question, est-ce qu'on lève des fonds ou pas pour accélérer ? Et là, c'est posé la question qui est écrite là-haut, je crois, il y a écrit croissance. Est-ce qu'on peut être une entreprise à impact et faire de la croissance, et jusqu'où on va? Et ça a été un grand débat en interne aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être à impact et on peut avoir une croissance mesurée et lever des fonds? Et donc, nous, en fait, ce qu'on a fait pour répondre à cette question-là, c'est qu'on est allé faire des enquêtes consommateurs aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a mesuré l'impact de nos consommateurs et quand ils connaissaient WeDressFair. Et en fait, plus un client, enfin quelqu'un connaît WeDressFair, que ce soit un client ou juste une sensibilisation, plus son impact au niveau du secteur de l'industrie textile diminue. Parce qu'il va réduire sa consommation, il va réparer ses vêtements, il va acheter de la seconde main et quand il a besoin d'acheter du neuf, il va se tourner vers des entreprises plus responsables, dont WeDressFair. Et en fait, quand on a compris ça, on s'est dit, on n'a quasiment pas de limite aujourd'hui à cette croissance-là, parce qu'on remplace en fait des process et des méthodes de consommation par quelque chose qui est plus vertueux et qui va dans le sens de l'impact. Donc évidemment, on se met quand même des barrières de croissance. On n'a pas envie d'être une entreprise à taille plus humaine où en fait on ne connaît plus du tout les collaborateurs qui travaillent avec nous. Mais dans l'idée, la croissance et l'impact, c'est pas antinomique. Et quand on a compris ça aussi, en fait, ça lâche un petit peu les choses. Et donc on a levé des fonds et l'année dernière, on a levé 2 millions auprès de structures à impact. Et donc, non, c'est pas plus simple de lever des fonds quand on est à impact, parce qu'il y a en plus de ça la recherche derrière d'avoir des partenaires qui comprennent qui on est, qui sont alignés avec l'ambition future qu'on a, qui ne sont pas des multiples fois 25 en 5 ans. Et qui comprennent ça et qui sont alignés avec ce mode de fonctionnement-là et qui ne vont pas nous demander des choses qu'on n'arrivera pas à faire et qui seront contre-productifs aussi pour notre modèle. Merci. Et vous, Justine, vous avez levé aussi en 2022 avec que des fonds à impact, si je ne me trompe pas. Et pourquoi ce choix aussi? Je crois que ça avait de la valeur pour vous en fait de choisir des fonds à impact. Qu'est-ce que ça change aussi par rapport à tes expériences peut-être précédentes? Oui, c'était hyper important d'avoir à nos côtés des soutiens, des partenaires qui partagent notre vision de l'impact. Et je rejoins beaucoup Marie. En fait, nous, on s'est tourné vers des fonds qui
qui comprenaient en fait qu'est-ce qu'on était en train de construire. La cohabitation entre générations, aujourd'hui, c'est un marché à éduquer. C'est-à-dire que c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à avoir une personne de plus de 60 ans qui ouvre son domicile et qui tout d'un coup se met à cohabiter avec un jeune. Il y a besoin de lever des barrières psychologiques, il y a besoin d'éduquer, de faire de la pédagogie, et tout ça, évidemment, ça prend du temps. Et c'était important pour nous d'avoir des soutiens qui comprennent ça, en fait, qui ont confiance dans notre capacité à développer ce marché, qui ont conscience que ça prend du temps, qui ont confiance en nous pour le faire, mais qui n'ont pas des attentes d'hypercroissance, etc. Pour autant, en étant pour autant très exigeant. Et là, je rejoins aussi Marie, croissance et impact, c'est pas incompatible. Exigeant à la fois sur des KPI business, mais aussi sur des KPI d'impact, parce que nous, tous les fonds qui nous accompagnent aujourd'hui, ils sont aussi intéressés sur la réalisation de nos objectifs d'impact. Donc, ils ont tout intérêt à ce qu'à ce niveau-là, on soit bien aussi, quoi. Voilà, c'était très très important pour nous d'avoir des fonds à impact. On est allé voir quelques fonds traditionnels, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas matché parce que je pense que voilà, on n'est pas sur des temporalités identiques. Les fonds à impact, je pense qu'il y a une notion d'accompagnement plus long terme et de confiance sur le fait qu'on est sur un secteur, ça va prendre du temps, mais on est là et on le restera, quoi. Voilà. Vous, Clément, du coup, parce que sur du hardware, du coup, il y a un fort besoin de financement au départ. Vous n'aviez pas beaucoup de capital. En effet, pour avoir un ordre d'idée, nous on a dépensé 1,8 million en développement produit, sur les 3 premières années, donc le côté people et puis le côté, on va dire hardware, les prototypes, etc. Donc ça a été pas mal de financement compliqué du coup de bootstrapper jusqu'à atteindre la rentabilité sur un modèle industriel et produit comme ça. Donc nous on a levé assez tôt avec finalement de la famille autour de nous. Je crois que c'est un premier levier intéressant. Et puis on a beaucoup travaillé avec la BPI sur le déploiement de ce type de solutions avec des effets de levier intéressants. Et puis ensuite on a levé avec un fonds impact qui s'appelle Maïf Impact sur une levée en amorçage. Et oui, clairement, heureusement qu'on avait cette mission-là à l'époque parce que le hardware a toujours fait peur et fait encore peur dans les investissements parce que ça demande un peu plus de cash. Donc forcément, les retours sur investissement en plus sont plus compliqués, ça prend plus de temps, etc. Donc l'écosystème est en train de se créer. Il y a quand même une dynamique qui est bien différente sur le hardware en ce moment, donc tant mieux. Mais on a quand même levé, c'est assez rigolo, avec un fonds impact. Et on a fait une série A il y a maintenant 1 an de 7 millions d'euros. Et là, pour le coup, on a essayé d'avoir un mix un peu différent avec donc Maïf Impact qui est un vrai fonds purement impact. On a Founders Future, mais qui a aujourd'hui quand même une verticale, et c'est le fonds Impact qui a investi chez nous. Et puis StarQuest, qui était notre fonds lead, et qui eux aussi ont un fonds Care, mais qui ont quand même une dynamique un peu plus deep tech et indus. Et ça, c'est intéressant d'avoir un bon mix. Et je pense que quand on construit et qu'on partage son capital, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut à minima avoir des valeurs qui soient alignées et des expertises un peu différentes en fonction de son secteur, de la phase de la boîte aussi. Et je vous rejoins, c'est absolument pas antinomique la partie croissance et impact. Et c'est vrai que nous, c'est notre enjeu d'ailleurs de demain de continuer à être encore plus présent pour avoir le maximum d'impact dans les entreprises. On sait aujourd'hui qu'on arrive à être plus pertinent en termes d'impact carbone, de déchets et d'impact sur la biodiversité, conso d'eau que les autres solutions. Donc il faut y aller. Et même nous, on a envie d'aller beaucoup plus loin, et c'est aussi dans l'ADN de la boîte d'avoir beaucoup de R&D et de continuer à en faire, et de repenser le nettoyage au global. Alors là, on parle de réutilisation de gobelets, mais demain, c'est comment, dans la cosmétique, on peut arrêter d'utiliser des flacons et de les jeter, comment
quand je vais dans une station-service ou dans un event comme ça, je peux avoir des contenants qui soient facilement réutilisables. Comment, pareil, si je me fais livrer chez moi, je peux utiliser des contenants qui ne soient pas jetables. Comment aussi, demain, grâce au nettoyage, on améliore les performances d'un panneau solaire qui perd 20% de rendement quand il n'est pas bien nettoyé. En fait, le nettoyage va être au cœur de plein de choses. Et pour ça, il faut en effet savoir se financer pour accélérer au bon moment. Je ne dis pas que c'est la seule solution et je ne prône pas forcément de lever des fonds à tout va. Par contre, sur des modèles, et quand on sait que c'est pertinent, je pense qu'il faut avoir de l'ambition quand même. Et il faut savoir accélérer aussi au bon moment. Et dans le même sens, du coup, on voit que l'écosystème de la finance à impact évolue. C'est quoi votre regard? Est-ce que le modèle de réussite qu'on pouvait avoir il y a encore 5, 7 ans, des licornes, etc., est-ce qu'aujourd'hui, c'est des modèles dans lesquels vous retrouvez comment vous percevez ça en tant qu'entrepreneur aussi? Est-ce que vos modèles, en fait, peut-être plus sains, plus résilients, rentables, enfin, en tout cas, dans une démarche de... est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas peut-être le modèle de demain qui revient un peu sexy, là où on l'avait peut-être pas valorisé ces dernières années. Voilà, c'est une question d'ouverture, mais je trouvais ça intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Alors je peux m'y coller si vous voulez. Non, mais je pense que, alors, en tout cas, moi je l'ai vu sur les startups impact et en plus industrielles, mais de toute manière, il n'y a pas eu des survalorisations. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un peu moins difficile. Et en effet, aujourd'hui, tout le monde nous dit allez chercher de la rentabilité si vous voulez aller lever des fonds. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent. En effet, par rapport aux licornes et ce qui s'est passé, en effet, je pense qu'il y a eu des survalorisations et qu'aujourd'hui, sur les boîtes SaaS de la tech, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut potentiellement un petit peu repenser le modèle et aller chercher peut-être un petit peu moins de croissance. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on voit beaucoup plus de fonds qui aujourd'hui en fait intègrent, j'ai envie de dire, la notion d'impact au cœur même de leur investissement. Et c'est d'ailleurs, je pense, là, s'il y a des entrepreneurs qui veulent monter leur boîte, c'est le conseil que je donne, c'est peu importe la boîte que vous créez, il faut que de toute manière, dans ce que vous allez créer, il faut créer du mieux. Et le mieux va passer aussi par ces aspects-là, environnementaux, sociétaux. Et créer une boîte sans penser à ça, de toute manière, serait une erreur. Et donc, les fonds aussi l'intègrent. Dans quelle mesure et à quel degré, ça dépend des fonds et de leur ADN. Et en effet, de leur retour sur investissement, qui est le point central aussi pour ces boîtes-là. Mais c'est indissociable aujourd'hui d'une boîte. Si on veut, je pense, créer une boîte qui va être présente demain, et même pour recruter des gens, je pense que si on n'a pas cette verticale-là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Je pense qu'il y a de belles choses à faire sur encore plus pour ces boîtes-là, parce qu'on s'est construit de manière peut-être un peu plus intelligente, écologiquement parlant, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... je ne sais pas si c'est l'impact qui crée de la résilience. Peut-être pas dans tous les secteurs. En tout cas, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des projets à impact qui pensent sur du long terme. Parce que dans la recherche d'impact, il y a aussi une volonté de changement durable. Et en fait, si on a un impact que sur 2-3 ans, parce qu'on a réussi à lever des fonds, et en fait, au bout de 2-3 ans, on n'a pas trouvé notre business model adéquat, et du coup, la boîte, elle ferme, l'impact, il aura duré 2-3 ans et point, quoi. Du coup, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est un peu plus réfléchi par les entrepreneurs à impact, parce qu'on a une volonté que ça aille un peu plus loin. Et pour notre cas... on a un business model qui est un peu particulier, où on a de la marketplace. Et si on s'était lancé sur de la full marketplace, en fait, on aurait dû lever des fonds dès le départ de façon hyper exponentielle, avec des retours sur investissement à 10 ans, 15 ans. En fait, on l'a mixé avec un business model, somme toute, très classique, qui est du retail. Donc, c'est de l'achat-revente. On n'a rien inventé. Aujourd'hui, tous les distributeurs de mode, ils font ça. Mais ce qui fait que quand on n'a plus de stock
à vendre sur la partie retail, on a la marketplace qui prend le relais, et inversement, en fait, quand la marketplace elle marche bien, nous on se permet d'acheter les produits qui marchent bien et d'avoir plus de rentabilité sur ces produits-là. Et en fait, on a créé ce modèle-là de façon assez résiliente et on s'est rendu compte que quand on a commencé à lever des fonds, qu'on était une boîte rentable à ce moment-là, c'était la guerre en Ukraine, entre parenthèses, en fait, les boîtes qui étaient rentables étaient beaucoup plus sexy, finalement, pour les fonds d'investissement, que celles qui essayaient de relever à ce moment-là sur des business models un peu bancals et sur une visibilité de la rentabilité qui était finalement assez long terme. Et donc, je pense qu'il y a quand même une relation, même si c'est vraiment sur la recherche d'impact futur qu'il y a un peu cette relation-là. Ouais. Merci, on arrive à la fin de ces échanges. J'ai envie de vous poser une dernière question assez simple et en même temps, si vous aviez un conseil que vous auriez aimé recevoir en démarrant votre entreprise, quel aurait-il? Est-ce que y a des erreurs où vous dites tiens, si on m'avait dit ça, peut-être que je ne serais pas allée là-dessus. C'est pas évident, je vous laisse 15 secondes de réflexion. Je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. En tout cas, c'est la clé selon moi. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un marathon et c'est dense et c'est long. On se disait tout à l'heure, ça fait déjà 3 ans pour toi, presque 5 ans. C'est passé très vite. Il faut mettre de l'intensité à chaque fois et c'est long et dur. Et plus on est bien entouré, plus on est en mesure de mettre cette intensité-là. Et pour durer aussi, je pense qu'il faut, il faut avoir une hygiène de vie et moi, c'est ce que j'essaye d'avoir au maximum pour être performant et performant dans la durée, parce que si on veut que ça fonctionne, il faut être déterminé et je pense que c'est mon conseil en tout cas, et c'est de se dire non, en effet, on est sur des business qui sont longs. Et c'est pas un sprint de 1 ou 2 ans en disant vas-y, je travaille bien pendant 1 ou 2 ans et ça va bien fonctionner et ensuite je vais me calmer. C'est rarement le cas en tout cas. Voilà. Moi, je dirais que si vous avez une idée de projet, il faut juste foncer et pas se chercher ou se trouver des excuses. Oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de financement. Oui, mais je veux monter un truc tech et j'ai pas de CTO. En fait, il faut juste y aller. Il y a des solutions à tout. Et ne pas se laisser un petit peu polluer par des problèmes souvent on se crée soi-même, alors qu'il y a 1000 solutions pour pouvoir bootstrapper un projet et le démarrer. Et si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre à côté va certainement le faire. Donc ne pas attendre. Moi, je dirais j'allais dire s'entourer, mais du coup, j'ai cherché un autre vite, rapidement. C'était peut-être revoir ses modèles de réussite. En fait, on a tendance à beaucoup se comparer quand on est entrepreneur et vouloir des modèles de réussite qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Et en fait, 99,9% des entrepreneurs ne sont pas ces entrepreneurs-là et font des choses extraordinaires au jour le jour. Mais juste, c'est pas les plus médiatiques non plus. Et notamment, par exemple, il y a des très belles entreprises d'économie sociale et solidaire aujourd'hui qu'on ne connaît pas, mais qui sont là depuis très longtemps, qui sont rentables depuis des années, qui emploient plus de 10% de la population aujourd'hui. Et en fait, peut-être revoir ces modèles de réussite et éviter les comparaisons trop rapides vers des serial entrepreneurs qu'on voit tous à la télé, quoi. Et nous, au Mouvement Impact Trans, on a travaillé justement à essayer de redéfinir ce que pouvait être un modèle de réussite pour une start-up, avec la notion de licorne à impact, qui n'est pas une licorne avec quelques critères d'impact, mais qui est une licorne qui est valorisée sur le montant de coût évité qu'elle permet à la société. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qu'on essaye de proposer et de pousser. Donc n'hésitez pas à aller lire notre étude coécrite avec le BCG, donc avec une méthode de calcul sérieuse derrière. Voilà. Merci à vous trois entrepreneurs en mission qui vont continuer leur mission. Par la suite, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos différentes aventures. Et merci pour ce partage et votre honnêteté. Merci beaucoup. Merci.